Bonjour à tous, on continue le chapitre sur les énergies des phénomènes mécaniques. Donc, je vous rappelle que dans la première partie, on a parlé déjà d'énergie cinétique, liée à la vitesse d'un système, de travail d'une force, et enfin du théorème de l'énergie cinétique. On va parler maintenant de la deuxième partie du cours, qui concerne donc l'énergie mécanique d'un système. Donc, dans la première partie, on avait montré l'existence de l'énergie cinétique, avec le petit exemple des balles de golf qui tombent dans du sable. Et bien grâce à cette expérience-là, on peut aussi montrer que en fait un système qui est situé proche de la surface de la Terre possède également une énergie potentielle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie potentielle? En fait, elle est liée à la hauteur du système par rapport au niveau du sol. Donc c'est ce qui est expliqué là dans l'introduction. Donc si vous lâchez une balle de golf ayant une certaine masse, sans vitesse initiale dans du sable, à une hauteur par exemple de 50 cm, elle va marquer un petit trou dans le sable. Si vous la lâchez par contre de 3 mètres de haut, avec toujours la même balle, même masse, avec pareil sans vitesse initiale, et bien cette fois-ci vous pourrez remarquer en fait que le trou laissé dans le sable est beaucoup plus profond. Ça veut dire que la balle, juste grâce à sa hauteur, elle a acquis une certaine énergie. Et bien c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. En fait c'est l'énergie potentielle de pesanteur, liée justement à la force de pesanteur en fait exercée par la Terre sur la balle. On va voir en fait que cette énergie potentielle de pesanteur, cette énergie potentielle, de façon générale, intervient dans ce qu'on appelle l'énergie mécanique du système. Alors, qu'est-ce qu'on entend par énergie mécanique? On étudie toujours un système S dans un référentiel donné, par exemple le référentiel terrestre. Et en fait, tout système S comme ça, on peut lui associer une énergie mécanique qu'on note grand E pour énergie, indice M comme mécanique. Donc cette énergie mécanique, en fait, c'est la somme de l'énergie cinétique du système plus des éventuelles énergies potentielles possédées par ce système. Les énergies, c'est toujours la même chose, on les exprime en joules, le symbole J majuscule. Et cette expression-là, elle est toujours valable. Dans n'importe quel système, il aura toujours une énergie mécanique, éventuellement de valeur nulle, qui correspond à son énergie cinétique, qui est liée à sa vitesse, donc je vous rappelle, un demi de mv carré, plus des énergies ou une énergie potentielle. L'énergie potentielle, en fait, on va la définir juste après, on va voir que c'est lié à des forces qui sont exercées sur le système, qu'on appelle forces conservatives. Alors, pour l'instant, ça ne vous dit pas grand-chose. Une énergie potentielle, donc, c'est lié à une force conservative. Chaque force conservative qui va s'exercer sur le système induit une énergie potentielle. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie potentielle de pesanteur. Eh bien, elle est liée à la force conservative, qui est donc le poids du système. Donc, chaque force conservative induit une énergie potentielle. Maintenant, on va voir comment définir l'énergie potentielle. Donc pour ça, je reviens sur la notion de force conservative. En fait, il y a différents exemples de force conservative. Je vous en ai donné deux exemples ici. Donc il y a la force d'interaction gravitationnelle, donc c'est le poids sur Terre, et par exemple la force exercée par un ressort. Il y a aussi également, je vous l'ai parmi là dans le cours, la force électrostatique qu'on a vu dans un chapitre précédent, exercée par une charge sur une autre charge. Donc ça aussi, c'est une force conservative. Donc je vous disais, chaque force conservative induit une énergie potentielle, par exemple l'énergie potentielle de pesanteur pour le poids. Donc, pour déterminer si une force est conservative ou pas, il faut en fait déterminer le travail de cette force sur un chemin AB. Donc, pour le travail d'une force grand F, vecteur F, on calcule en fait ce travail-là sur un chemin AB, on prend son opposé avec le petit moins devant, et si on arrive à écrire ce travail-là sous la forme une énergie potentielle en B moins une énergie potentielle en A, alors on dit que la force est conservative. Donc, en gros, pour déterminer si une force est conservative ou pas, il faut calculer l'opposé du travail de cette force sur un certain chemin. Si on remarque que ça s'écrit sous cette forme-là, EPB moins EPA, alors on peut voir qu'en fait, la force est conservative et que donc elle induit en fait une énergie potentielle sur le système.
Pour que ce soit plus clair, on va donner un petit exemple tout de suite. Alors, l'exemple, c'est le même que dans la partie 1 quand on a calculé le travail du poids. C'est donc, on étudie le système balle, qu'on assimile à un point situé au centre de la balle, qui est en chute libre à partir du point A et qui va arriver au point B. Donc ça, c'est le même schéma que celui de la partie précédente. Alors, on va chercher à démontrer l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'énergie potentielle qui est liée à la force qu'on appelle le poids. Donc pour ça, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut calculer le travail de cette force-là. Ça tombe bien, on l'a fait dans la partie précédente. Le travail du poids entre les points A et B, on a dit que c'était égal à la masse, kg, fois l'accélération de la pesanteur, fois la différence d'attitude entre les deux points A et B. Donc ZA moins ZB. Alors, le poids, on va montrer que c'est une force conservative en fait, parce que vous remarquez que si on prend l'opposé du poids, donc on multiplie en fait cette expression-là par moins 1, si on multiplie cette expression-là par moins 1, donc on obtient ceci. En distribuant le moins 1 ici dans chaque partie, donc dans la parenthèse ici, on obtient M fois G, ZB moins ZA. Vous voyez, ça inverse ZA moins ZB, ça devient ZB moins ZA. Donc en gros, ça revient à faire le moins 1 fois ZA, ça fait moins ZA, et le moins 1 fois moins ZB, ça devient plus ZB ici. Donc en gros, l'opposé du travail du poids sur le chemin AB, c'est égal à M fois G fois ZB moins ZA. Et donc ça, je peux distribuer MG dans la parenthèse. Ça fait M fois G fois ZB moins M fois G fois ZA. Là, j'ai juste fait une petite opération mathématique. Et bien ça, on remarque que c'est bien égal à un terme qui dépend du point B et un terme qui dépend du point A. Et bien ça, j'ai le droit de dire que c'est égal à l'énergie potentielle de pesanteur en B moins l'énergie potentielle de pesanteur en A. Donc, on a bien démontré en fait l'expression ici de l'énergie potentielle liée à la force conservative qu'est le poids. C'est ce que j'ai écrit ici. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à la masse du système fois l'accélération de la pesanteur fois l'altitude du système Z. Donc, par convention, en fait, on décide que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle au niveau du sol. Ça, c'est juste une petite convention. Comme ça, après, le raisonnement est plutôt simple. Plus le système possède une altitude élevée, donc plus son altitude Z est élevée, plus son énergie potentielle de pesanteur est élevée, d'après l'expression. Donc ça, je vous conseille vraiment de le retenir. Dites-vous que plus vraiment la hauteur de votre objet est grande, plus son énergie potentielle de pesanteur est grande. Et quand il arrive au niveau du sol, son énergie potentielle de pesanteur est nulle. Donc ça vous permet de ne pas vous tromper au niveau des signes ici. Ensuite, on remarque également que le travail du poids, ici, il ne dépend pas, ce qui est noté ici, du chemin suivi. En gros, quand on distribue ici dans la parenthèse, le travail du poids, en fait, l'opposé du travail du poids, c'est un terme qui dépend de la position du point B et un terme qui dépend de la position du point A. Peu importe ce qui se passe entre les points A et B, la balle elle peut faire n'importe quoi entre les points A et B, eh bien le travail ne dépend pas du chemin suivi. Et ça en fait c'est une caractéristique d'une force conservative, c'est une conséquence sur le fait que ce soit une force conservative. Une force conservative a un travail qui ne dépend pas du chemin suivi. Et donc, si on vous demande de justifier qu'une force est conservative ou non, eh bien, il suffit de remarquer, de regarder l'expression du travail de cette force et de voir que le travail de cette force, par exemple ici pour le poids, ne dépend pas du chemin suivi puisque dans l'expression de travail du poids, ça dépend vraiment que des positions finales et initiales et de rien d'autre. Donc, pour justifier qu'une force est conservative, il suffit de regarder le travail de cette force sur un certain chemin et de voir si ce travail dépend du chemin suivi ou pas. Alors, pourquoi on appelle les forces qui donnent une énergie potentielle des forces conservatives? Pourquoi ce mot conservatif? Et donc ça, on va voir qu'en fait, c'est relié à la conservation de l'énergie mécanique.
Donc ça nous mène à la partie suivante, conservation de l'énergie mécanique. Alors, si on étudie un système S, toujours un système quelconque, dans un certain référentiel, et on suppose que les forces qu'il subit sont toutes conservatives. Donc ça veut dire que les travaux de chacune de ces forces ne dépendent pas du chemin suivi. Eh bien, dans ce cas-là, on dit que son énergie mécanique se conserve. Qu'est-ce que ça veut dire une énergie qui se conserve? Eh bien, c'est tout simplement le fait que son énergie mécanique, elle est constante tout au long de son mouvement. Alors, pour donner un petit exemple, on étudie toujours la balle en chute libre, verticale, dans le référentiel terrestre, et on suppose qu'elle ne subit que son poids, car on va négliger les frottements de l'air. Le poids, on a dit que c'était une force conservative, donc normalement l'énergie mécanique de la balle se conserve, donc elle devrait être constante. Si on trace l'évolution de l'énergie mécanique, ici en vert, l'énergie potentielle de pesanteur liée au poids, et l'énergie cinétique, ici en rouge, en fonction du temps, donc au cours de la chute de la balle, on remarque ici, les petits points là en vert, l'énergie mécanique est environ constante au cours du mouvement. Les points, ce sont des valeurs expérimentales, et on a modélisé ça par une droite, ici donc, qui montre une constante. Donc ici, l'énergie mécanique est bien constante au cours du mouvement. Si on regarde maintenant la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur, on voit qu'elle diminue au cours du mouvement. Donc là, je suis en train d'expliquer ce qui est écrit en dessous. Elle diminue au cours du mouvement, bah oui, puisque la balle, elle est en train de tomber. Donc son altitude diminue au cours du mouvement, donc son énergie potentielle de pesanteur, qui, je vous le rappelle, est égale à m fois g fois z, donc la masse fois l'accélération de la pesanteur fois l'altitude, puisque l'altitude diminue au cours du mouvement, l'énergie potentielle diminue au cours du mouvement. En revanche, l'énergie cinétique, elle, augmente au cours du mouvement. Donc, pour que l'énergie mécanique soit constante, si l'énergie potentielle diminue, forcément l'énergie cinétique, elle augmente. Et elle augmente puisque la vitesse du système augmente au cours du mouvement. Plus la balle va s'approcher du sol, plus sa vitesse va être grande. Donc, on va généraliser cela par le théorème de l'énergie mécanique. Donc, c'est plutôt ça, en fait, qu'il va falloir vraiment retenir. C'est le théorème de l'énergie mécanique qui est applicable tout le temps, pour n'importe quel système, et on l'applique entre deux positions A et B d'un système. La variation d'énergie mécanique entre B et A, c'est égal à la somme des travaux, je ne reviens pas sur le symbole, on l'avait déjà vu dans la partie précédente, de toutes les forces, attention, non conservatives. Donc, la variation d'énergie mécanique, c'est égal à la somme de tous les travaux pour chaque force non conservative. Donc, on ne met pas le poids là-dedans. Le poids, c'est conservatif. Non, que les forces qui ne sont pas conservatives. Donc, si on revient dans le cas précédent, si on suppose que le système ne subit que des forces conservatives, eh bien, ici, ce terme-là vaut 0, puisque s'il n'y a que des forces conservatives, ben voilà, on calcule les travaux des forces non conservatives, ben, n'a pas lieu d'être. Donc, la variation d'énergie mécanique est nulle, et ainsi, l'énergie mécanique se conserve. Donc, que des forces conservatives, énergie mécanique se conserve. S'il y a des forces non conservatives, il faut sommer les travaux des forces non conservatives. On va donner un petit exemple d'application du théorème de l'énergie mécanique. On étudie une perle qu'on fait glisser sur une table horizontale. Donc la perle, on l'assimile à un point étudié dans le référentiel terrestre. La perle, elle subit son poids et la réaction de la table. On néglige les frottements de l'air entre la perle et l'air. La perle, elle glisse, puis elle s'arrête. Donc, puisque le poids est une force conservative, l'énergie mécanique, c'est égal à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur, elle ne dépend que de l'altitude de la perle. Et puisque la perle, elle glisse horizontalement, eh bien, l'énergie potentielle de pesanteur est constante. Par contre, l'énergie cinétique de la perle diminue, puisque sa vitesse, elle diminue au cours de son mouvement. Donc, l'énergie mécanique, elle, finalement, elle diminue au cours du mouvement, puisque c'est la somme d'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, elle n'est pas conservée. Il n'y a pas de conservation de l'énergie mécanique. Ainsi, on vient de voir qu'au cours de son mouvement, la perle, elle voit son énergie mécanique diminuer. Elle n'est pas conservée, puisque l'énergie cinétique diminue. L'énergie potentielle de pesanteur, elle reste constante, avec une même altitude. Et donc, l'énergie mécanique diminue. Donc, il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique,
et la variation d'énergie mécanique, d'après le théorème de l'énergie mécanique, c'est égal au travail des forces non conservatives. Puisque la seule force qui nous reste, c'est la réaction de la table, c'est égal au travail de la réaction de la table. La réaction de la table est bien une force non conservative. En fait, elle est non conservative puisqu'il y a, dans cette réaction de la table, des frottements entre la perle et la table. Les frottements, une force de frottement, ça va toujours être une force non conservative. Et donc, il y a conversion d'énergie mécanique de la perle en travail de frottement par la table. C'est-à-dire que l'énergie mécanique, elle diminue, mais elle ne disparaît pas en fait. Elle est transformée en travail des forces de frottement, finalement, par la table. Et en fait, ce travail de frottement, c'est une énergie thermique. Dès lors qu'il y a des frottements, il y a une énergie thermique qui est créée. Donc ça se rapporte en fait à ce que je vous disais au tout début du chapitre. Je disais qu'il y a toujours conservation de l'énergie totale d'un système. L'énergie ne disparaît jamais. Donc là, c'est bien le cas. La conservation de l'énergie, en fait, elle se traduit par une conversion d'énergie mécanique en énergie thermique en quelque sorte, en fait, ici. Et donc en travail de frottement. Donc ça, vous pouvez retenir aussi, hein, les forces de frottement sont toujours des forces non conservatives. Et les forces conservatives principales, donc il y a la force gravitationnelle, force électrostatique et la force du ressort. Voilà pour ce chapitre. Donc finalement, dans tout ça, il faut connaître les théorèmes de l'énergie mécanique et de l'énergie cinétique, savoir calculer un travail d'une force constante, essayer de déterminer aussi si une force est conservative ou non, en calculant son travail et voir que le travail ne dépend pas du chemin suivi, et vraiment savoir utiliser les théorèmes. Souvent, hein, ce qu'on vous demande de calculer, c'est déterminer une vitesse à un point donné d'un système ou une hauteur, etc. Et savoir raisonner en termes de conservation de l'énergie. Voilà dans ce chapitre tout ce qu'il faut savoir faire. Et sinon, je vous renvoie au petit tableau de ce qu'il faut savoir et savoir faire dans tout le chapitre. Voilà, bon courage à tous.